Pourquoi le sel rose de l'Himalaya est-il si cher? Vous avez forcément déjà vu ce sel. Il est la star des réseaux sociaux, soi-disant mystique et présent dans tous les magasins bio à des prix délirants. 5 € le sachet de sel. Et si c'était une arnaque? Déjà, ça ne vient pas vraiment de l'Himalaya, mais d'une mine bien plus loin, au Pakistan. S'y trouvent à 300 mètres de profondeur les restes d'une ancienne mer, 600 millions de tonnes de sel, la plus grande mine salifère du monde. Ce sel n'a rien d'exceptionnel. Selon les pubs, il contiendrait 84 oligo-éléments. La réalité, c'est que c'est juste 98% de sel normal, coloré par des impuretés métalliques. On y trouve d'ailleurs des traces d'arsenic, de plomb et d'uranium. On prête aux pierres de sel rose des vertus magiques. Sauf que ça n'existe dans aucune culture traditionnelle. C'est une mystique entièrement inventée par l'Occident, par le marketing. Un marketing qui vous fait croire que c'est rare, difficile à extraire. La réalité, encore une fois, c'est des mineurs maltraités payés 3 $ pour une tonne de sel extraite. Un aliment ni bio, ni écolo, ni responsable, le sel rose n'est qu'une lubie d'instagrammeuse qui coûte cher à l'humanité. Pourquoi ce champignon est-il plus cher que les truffes? Quand on pense champignon de luxe, on pense à la truffe, le diamant noir de la cuisine. 1 kilo de truffe noire du Périgord coûte entre 400 et 1000 €. En Italie, une truffe blanche d'Alba de 1 kg a même été vendue plus de 120 000 $. C'est très dur de trouver des truffes sauvages. On peut les cultiver bien sûr, mais ça prend presque 10 ans pour avoir une récolte, très incertaine en plus de ça. Une fois cueillies, après autant d'attentes, leur goût et leur odeur disparaissent très vite. En moins de 36 heures, elles doivent être envoyées au restaurateur. Malgré tout ça, la truffe n'est pas le plus cher des champignons. Voici le Yarsagumba. 125 € les 1 gramme. C'est presque 3 fois plus cher que l'or. En Chine, c'est un cadeau d'exception qu'on peut encadrer ou consommer, son surnom étant le Viagra de l'Himalaya. Si vous trouvez que ça ressemble à une chenille, c'est normal. C'est en fait un champignon parasite qui pousse à l'intérieur d'une vraie chenille. C'est extrêmement rare, poussant uniquement à une certaine altitude, 1 semaine par an. Pour en trouver, les villageois sont obligés de parcourir chaque centimètre de montagne à 4 pattes. À force d'abuser, le champignon est aujourd'hui en voie de disparition, ce qui crée des tensions entre les villages qui se massacrent pour le contrôle de falaises. Toutes ces embrouilles pour faire redresser des kikis. Pourquoi la viande Wagyu est-elle si chère? Un rose marbré, fondante comme du beurre, la viande japonaise Wagyu est considérée comme la meilleure du monde. 45 millions de vues pour cette dégustation qui aura coûté 115 € juste pour le steak. Wagyu, ça veut juste dire vache japonaise. Si cette viande est aussi connue, c'est grâce à la qualité exceptionnelle du bœuf de Kobe. On raconte que les vaches là-bas y sont massées, bercées de musique classique et abreuvées de bière. La réalité, c'est plutôt qu'effectivement, on limite leur stress, mais l'astuce, c'est plutôt qu'on les surnourrit en limitant leur activité physique pour que la viande soit la moins musclée possible. Une autre caractéristique, c'est que la race est pure. Pendant 1200 ans, où le Japon était bouddhiste et donc végétarien, la consommation de viande y était interdite par la loi. Les vaches japonaises n'ont donc jamais été sélectionnées pour leur viande, pas plus qu'elles n'ont été métissées, d'où son goût unique. Jusqu'en 2013, l'exportation de cette viande était interdite. Il fallait aller au Japon pour en manger. Encore aujourd'hui, c'est très limité. Seuls 3 restaurants à Paris sont fournis officiellement. Pourquoi alors vous pouvez trouver du Wagyu un peu partout en France? C'est parce que tous les Wagyu ne viennent pas du Japon. Dans les années 90, le pays a vendu des semences en Australie qui ont permis d'élever des Wagyu hors du Japon. Plus récemment en France, 2 fermes Wagyu ont été ouvertes. Peut-être qu'avec les années, les prix baisseront. Une autre viande d'exception à prix tout aussi fou, ce sont les jambons ibériques de Bellota, considérés comme la viande séchée la plus chère du monde. Ce rouge luisant, au goût exceptionnel de noisettes, est obtenu grâce à une race pure de cochons noirs, élevés en plein air dans des prairies de chêne, nourris uniquement des glands tombés au sol, le tout protégé par un AOP. Autant dire que le prix grimpe. Des jambons entiers à 800 € et un record à 13 000 $, achetés par un japonais. La boucle est bouclée. Pourquoi l'huître et le homard sont-ils si chers? Ce sont les 2 fruits de mer associés au luxe et à l'opulence. Pourtant, pendant longtemps, c'était le contraire. Le monde était infesté d'huîtres et de homards, on appelait ces derniers les cafards des mers. En fait, on n'en mangeait même pas, c'était pour les cochons ou la pêche. C'est devenu un produit de luxe grâce aux élites des grandes villes. Prenons les huîtres.
pour les transporter de la mer à Paris à cheval avant qu'elles ne meurent, vous pensez bien, ça fait grimper les prix. Leur richesse en iode est pourtant primordiale pour la santé humaine, surtout quand on vit loin des océans. En plus, c'était considéré comme un aphrodisiaque que Casanova lui-même utilisait. Les rois en étaient tellement friands que Louis XVIII fut surnommé Louis des huîtres après qu'on l'ait vu en manger plus de 150 d'une traite. Un jour au palais, une cargaison arriva en retard. Les huîtres ne purent être servies au roi. François Vatel, le cuisinier en chef, se sentit tellement déshonoré qu'il préféra s'ouvrir le ventre, se donner la mort dans sa cuisine. Ça c'est con! Ces deux fruits de mer finissent par se diffuser dans toute la société et redevenir un produit commun. Avant, on les vendait dans la rue comme des stands de hot-dog. À New York, au début du XXe siècle, plus d'1 tonne d'huîtres était consommée chaque jour. Le homard, lui, finissait en conserve, servi en bouillie aux plus pauvres. Pour pallier à la demande, le travail des enfants était massivement utilisé. Ça fait pas très bonne presse, et bientôt les huîtres deviennent le symbole de leur exploitation. Une surproduction qui finira mal. Pour le homard, c'est devenu très difficile d'en trouver à l'état sauvage. On peut le cultiver dans des fermes, mais c'est très coûteux. Il faut 7 ans pour qu'il devienne adulte et bien l'isoler des autres puisqu'il est cannibale. Pour l'huître, c'est encore pire. Les cultures ont été anéanties par la pollution de l'ère industrielle, mais aussi les maladies. Les huîtres françaises furent décimées. On les remplace alors par des huîtres portugaises aussi décimées. Et aujourd'hui, celles que vous mangez sont en fait d'origine japonaise, bien plus résistantes. Les huîtres eurent bientôt l'image d'une nourriture avariée, polluée, mauvaise pour la santé. Il a fallu réagir et ça a augmenté les prix. La qualité de l'eau est maintenant surcontrôlée. On vérifie que chaque huître est vivante à la main. Les plus chouchoutées, les huîtres royales de la baie de Coffin en Australie, sont cultivées 7 ans et vendues 60 € pièce. C'est quand même pas les fruits de mer les plus coûteux. Les ormeaux, des espèces d'escargots mangeurs d'algues, sont considérés comme les truffes de la mer, 80 € le kilo. Les percebes de la Costa da Morte, spécialité espagnole, peuvent se vendre à 100 € le kilo. Le coquillage le plus cher du monde est aussi le plus moche. Le prix est ici justifié par le fait qu'il faut risquer sa vie pour les récupérer. Ils ne poussent que dans les vagues, là où les pierres sont aiguisées comme des rasoirs. Pour manger des percebes, les morts sont fréquents. Qu'est-ce que le café le plus cher du monde ? Il existe un café que tous les amateurs souhaitent goûter. Celui considéré par les spécialistes comme le meilleur du monde, 98 sur 100 selon la référence Coffee Review. On parle du café Guaycha. Il pousse au Panama sur les flancs du volcan Barú à 1600 mètres d'altitude dans un microclimat brumeux. Autant dire que ces conditions ne se trouvent pas partout, la production est petite et les prix astronomiques. 1200 € le kilo minimum, certains grands crus se vendent à 9000. Si vous voulez déguster une seule petite tasse expresso de ce grand cru, ça vous coûtera 75 € dans un café de San Francisco. Pourtant, c'est pas le café le plus cher, c'est plutôt lui, le Copiluac. Certains le font payer 2200 € les 5 grammes. Si vous trouvez que ça ressemble à une crotte, c'est normal. On surnomme le Copiluac le café putois. C'est littéralement une crotte de chat musqué qui a mangé du café. La caractéristique de cet animal, c'est qu'il est très odorant. Il produit un liquide anal puant qui, une fois dilué, donne l'odeur du musc qu'on retrouve en parfumerie. À l'intérieur de son estomac, ces enzymes particulières vont transformer le café, lui donnant un puissant goût de chocolat noir. Enfin, ça c'est sur le papier. Les gens sur YouTube qui y ont goûté trouvent que c'est un café banal, terreux, qui manque de goût. À vrai dire, si le café Copiluac est si cher, c'est que c'est un attrape-touriste. À l'origine, ces crottes étaient rares car récupérées dans la nature. Mais aujourd'hui, elles sont produites dans d'immenses fermes où les chats musqués sont entassés, obligés de chier du café toute la journée pour le plaisir de pigeons en vacances. La légende du thé Dang Pao, le plus cher du monde. En Chine, il existe un thé sacré. Un thé produit par les arbres de la montagne Wuyi qui, selon la légende, guérissèrent la maladie d'une femme, la mère de l'empereur. Pour les remercier, il habilla tous les théiers d'une longue robe rouge, d'où le nom Dang Pao. Ces arbres existent encore, et ils sont gardés par des soldats, leurs feuilles étant réservées aux puissants. En 1972, le président américain Nixon rencontra Mao, qui lui offrit 200 grammes de ce thé. Nixon, un peu vexé d'une si petite quantité, aurait demandé pourquoi. Mao venait de lui offrir la moitié de la récolte de l'année. Les théiers ont arrêté de produire en 2005. La dernière récolte s'est vendue à prix d'or, 20 grammes
pour 208 000 yens. On le considère comme le meilleur thé du monde, le roi des thés. Vous êtes probablement déçus de ne jamais pouvoir y goûter. Je vous rassure, on en a fait des clones. Moins prestigieux forcément, mais ça reste très cher, 320 € le kilo, à déguster tout doucement. Pourquoi le champagne est-il si cher ? Champagne! Comment un simple vin blanc pétillant a-t-il réussi à devenir l'alcool des gens fortunés ? Le champagne n'a rien d'exceptionnel sinon d'être produit dans la région de Champagne. C'est protégé par un AOP où on ne peut pas en faire ailleurs que dans cette toute petite zone géographique. Conséquence, les prix des terrains a explosé. Un hectare de vignoble dans le coin coûte presque 2 millions d'euros, certaines parcelles grand cru dépassent les 50. Fatalement, le prix du raisin grimpe. 7 € le kilo en direct au producteur, dites-vous que ça suffit à peine pour remplir une bouteille. Sans compter que l'AOP exige qu'on fasse tout à la main, de la récolte jusqu'à la fabrication des tonneaux, ce qui augmente encore le coût de revient. Un prix élevé aussi parce qu'artificiellement maintenu. En Champagne, c'est les grandes maisons qui règnent, et les grandes maisons, c'est les grands groupes comme LVMH qui les possèdent. Pour limiter toute concurrence, ils rachètent le raisin à prix d'or, personne ne peut les suivre. Après, si vous voulez des vins vraiment chers, je vous conseille d'oublier les bulles et de vous tourner vers les Romanée Conti Grand Cru. L'un des meilleurs vins du monde, une parcelle minuscule et des prix exorbitants. 12 000 € la bouteille récente, 558 000 la cuvée 1945. À boire avec modération. Pourquoi payer une fortune des nids d'hirondelles ? Mais qui va manger des nids ? C'est de la paille, c'est pas bon. En fait, les nids d'hirondelles sont un peu particuliers. Déjà, c'est pas des hirondelles, mais plusieurs sous-espèces de martinets qui construisent leur nid en vomissant un mucus gélatineux. Mucus comestible considéré en Chine comme un mets de luxe, la nourriture des empereurs, le caviar de l'Est. Ah oui, aussi ça serait un aphrodisiaque, sinon c'est pas drôle. Les prix ont explosé, de 3 000 à 10 000 € le kilo. Un prix justifié par le danger. Les martinets pondent en hauteur dans des lieux sombres et humides, comme des grottes au fin fond de la jungle ou aux abords de falaises escarpées. Les récupérer oblige à des escalades mortelles, sans compter les braconniers armés qui essayent de récupérer le butin. Chaque nid est ensuite minutieusement nettoyé à la pince épilée pour enlever le caca et les plumes. Malgré tout ça, le prix, c'est moins la main-d'œuvre que la rareté. La surconsommation a décimé 88% des martinets en Asie. L'espèce va mal. Et vous savez ce qui est le pire ? Le prix, les gens qui meurent, l'espèce qui s'éteint, tout ça pour un truc qui n'a pas de goût. Les nids d'hirondelles n'apportent que du gélatineux à la soupe. Super. Pourquoi le safran et la vanille sont-ils si chers ? En vous baladant au supermarché, vous avez peut-être déjà vu ces capsules qui coûtent 5 € ou ces mystérieux bocaux vides avec 3 pauvres filaments rouges qui se battent en duel, 5 € aussi. C'est du safran et ça vaut 1500 € le kilo. Produit en France, on monte à 30 000. Le goût du safran est unique et mystérieux. Impossible de le décrire, mais tout le monde veut le mettre dans ses plats. Le problème, c'est que c'est horriblement pénible à produire. Il s'agit en fait du stigmate d'une fleur. Une fleur qui n'en possède que 3, il en faut 600 000 pour faire 1 kilo. Une fleur très fragile qui n'éclot qu'une fois par an, il faut qu'il pleuve la veille, pas le jour même, et la récolter dès le petit matin de son éclosion pour avoir la qualité maximale. Les stigmates sont ensuite extraits à la pince à épiler, fleur par fleur. Une difficulté de production qui me fait beaucoup penser à la vanille, qui est la deuxième épice la plus chère du monde après le safran. 350 € le kilo quand même. Elle aussi est une fleur, une orchidée qu'il faut polliniser à la main. À l'origine, la vanille est mexicaine. Là-bas, c'est une petite abeille qui s'occupe du travail, mais quand la vanille bourbon a été introduite à Madagascar et à La Réunion, là-bas, il n'y a pas d'abeille pour polliniser la vanille, d'où le travail manuel. Aujourd'hui, 80% de la production mondiale se passe là-bas, une région soumise aux cyclones qui peuvent ravager tout ce travail, sans compter les vols extrêmement nombreux. Tout ça augmente les prix. Surtout qu'avec le bio, beaucoup de sociétés veulent mettre de la vraie vanille dans leur yaourt. Les prix ont explosé. Cruel qu'une épice si fine soit aujourd'hui considérée comme le goût de base, le steak frites des glaces. Pourquoi le caviar est-il si cher ? Voici du caviar blanc d'Almas. Son prix, 35 000 € le kilo, le caviar le plus cher du monde. Almas, en russe comme en arabe, ça veut dire diamant, et c'est plutôt bien nommé. Le caviar vient de l'esturgeon, un poisson préhistorique.
Il y a 245 millions d'années, à l'époque des dinosaures, ces poissons existaient déjà. Une longévité hors du commun que seul l'humain aura réussi à briser. Oui, le caviar est cher, car on a tué quasi tous les esturgeons. Aujourd'hui, il est d'ailleurs interdit de pêcher du caviar sauvage, tout doit maintenant se faire dans des cultures. Et c'est pas facile. Il faut 10 à 20 ans pour qu'une femelle ponde des œufs. Impossible de distinguer les mâles des femelles avant plusieurs années, tu te retrouves donc à nourrir ce gros poisson capricieux pendant des décennies sans être sûr du retour sur investissement. Et vous savez le pire, l'esturgeon étant un poisson préhistorique, il est pas très bien foutu. Les femelles pour pondre s'ouvrent généralement le ventre en se frottant contre des rochers. C'est ce que font les humains, ils éventrent l'animal pour récupérer ses œufs, 20 ans d'attente pour une seule ponte. Heureusement, aujourd'hui, on a réussi à trouver des hormones de ponte qui permettent de récupérer les œufs sans blesser l'animal, ce qui permet d'avoir plusieurs récoltes. C'est ce qu'on utilise maintenant en France et en Italie, car, sachez-le, on est parmi les plus gros producteurs de caviar au monde. Étonnant, mais oui, les Russes sont très loin derrière. Les numéros 1 restent les Chinois avec la ferme géante Kaluga Queen qui produit à elle seule 35% de tout le caviar mondial. Pourquoi le fromage d'âne est-il si cher ? Le truc, c'est qu'il y a une douille. En réalité, on pense qu'il s'agit en grande partie de fromage de brebis, à quoi on a ajouté un peu de lait d'âne. Et vu que tout le monde veut y goûter, les prix augmentent. Pour info, le deuxième fromage le plus cher, c'est pas mieux. Ça se passe cette fois en Suède avec l'Algost, du fromage d'élan, à 800 € le kilo. Pourquoi les fruits sont-ils si chers au Japon ? On est d'accord, voir des melons vendus 100 € dans un supermarché, c'est pas commun. Bon ça l'est au Japon. 2 melons Yubari King se sont même vus acheter aux enchères à plus de 45 000 $. Pareil, pour cette grappe de raisin, 11 000 pour 24 raisins Ruby Roman. Des prix aussi délirants, vous en avez pour tous les fruits, de la pomme à la fraise. Alors qu'est-ce qu'ils ont de si spéciaux ? Ils ont poussé dans le jardin d'un empereur, ils ont un goût exceptionnel ? Même pas. Ils sont juste parfaits visuellement. Au Japon, le fruit est un art. C'est un cadeau qu'on offre à ses hôtes les plus prestigieux. Pas juste un truc que tu glisses dans ton cartable pour ton 4 heures. Voilà pourquoi vous pouvez voir des fermiers japonais s'occuper aux petits soins de chacun de leurs melons en les massant tous les jours. Aussi, ils éliminent les fruits imparfaits, ce qui fait beaucoup de gâchis. Une logique entretenue par le système agricole japonais, très centré autour de collectivités qui contrôlent tout. Ils fixent le prix, le marketing, avec plein d'intermédiaires qui prennent une com, et en finalité, des enchères pour les plus beaux aliments. C'est pareil pour la pêche, et c'est pour ça que vous voyez des thons rouges partir pour 1,8 million de $. Un gros poisson comme ça ne produira que 10 000 pièces de sushi. Ici, la personne achète le prestige, le fait d'avoir acheté le premier, le plus beau, le plus gros poisson pour son restaurant, ce qui fera sa publicité, sa renommée. Il est content. J'espère vous avoir donné faim avec cette vidéo. Elle vous a aussi permis de connaître ce qui se fait de plus bon, de plus cher dans chaque catégorie d'aliments, comme ça vous pourrez crâner à table à Noël. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche et le pouce bleu, peut-être qu'un jour je pourrai m'offrir ce genre de plat et j'inviterai même un abonné. Merci de nous suivre depuis si longtemps, merci aux monteurs pour leur travail, allez les amis, ciao !